d'écrire pour pouvoir bien me suivre parce que je n'ai pas aujourd'hui un texte d'application. Donc, essayez de prendre note, même si je vous remettrai après le document. Donc, aujourd'hui, le cours sera consacré à la méthodologie du commentaire. Le commentaire qui est aussi l'explication des textes. J'avoue franchement que moi, c'est ma spécialité. Donc, je n'ai fait que... J'ai toujours choisi dans les sujets que j'ai eu à traiter, dans mon cursus, j'ai eu à choisir le commentaire. Mais c'est de loin l'exercice le plus simple. Ce n'est pas l'exercice le plus simple, mais avec beaucoup d'attention, on peut effectivement, on a plus de points, on a plus de possibilités d'avoir des points en commentaire qu'en dissertation. Mais chaque élève verra en fonction de ses possibilités l'exercice qu'il va juger approprié pour le faire lors des examens ou lors des compositions. Je rappelle qu'il n'y a pas de démarche standard en philosophie. Que ce soit en dissertation comme en commentaire, il n'y a pas, les élèves ne doivent pas avoir les mains liées. Il n'y a pas de plan standard. Vous avez la possibilité, quand on vous présente un sujet, si vous avez des arguments, de proposer le type de plan que vous voulez. Donc, ce qui veut dire que les plans que nous vous donnons, c'est tout simplement à titre indicatif. C'est un cadre dans lequel vous pouvez réfléchir. Vous pouvez dire que, en dehors de ce cadre-là, il y a encore autre chose qu'on peut présenter au professeur si on l'argumente. Je serai très simple pour que vous puissiez comprendre la démarche pour la technique de méthodologie. D'abord, nous allons réfléchir sur l'introduction. L'introduction, quels sont les éléments que le correcteur doit retrouver dans l'introduction? Ça, n'importe quel élève, parce que quand on vous donne un texte, on vous donne toujours l'auteur et on vous donne toujours aussi le texte où est tiré, le livre où est tiré le texte. Je prends l'exemple, un texte tiré de Platon, Phédon. On propose un texte tiré de Platon, Phédon. Qu'est-ce que veut connaître l'auteur? De qui est le texte? Premier élément que vous devez pouvoir donner, ce texte est écrit par Platon.
Et de quel ouvrage est-il tiré? Il est tiré de son ouvrage Phédon. Et là, maintenant, encore, donc, auteur, texte, objet. Objet du texte. Phédon, vous pouvez ne pas forcément connaître l'objet du texte. Mais en lisant, vous pouvez ne pas connaître l'objet du Phédon. Mais en lisant le texte qu'on vous propose, vous devez pouvoir donner des bribes d'informations. Et c'est ça qui intéresse le correcteur. Dans le Phédon, Platon parle d'un entretien qu'il a eu avec Socrate, et cet entretien a eu lieu quand Socrate était condamné à mort, parce que je reviens un peu sur l'histoire de la Grèce. Ça a fait l'objet de notre cours sur l'apologie le procès de Socrate. Donc, on le verra dans l'apologie de Socrate. Quand Socrate a été condamné à mort, on n'a pas pu, parce qu'en Grèce, quand quelqu'un est condamné à mort, on l'exécute immédiatement. Il est mis à mort immédiatement. Mais pourquoi Socrate, quand il a été condamné à mort en 399, il n'a pas été condamné à mort pour la simple raison parce que les Athéniens étaient allés rendre hommage à Apollon qui avait sauvé Athènes lors d'une compétition remportée par Thésée. Et ça, c'est l'histoire ancienne de la Grèce, c'est pas la peine, ne vous compliquez pas les choses. Et pendant un mois, parce qu'à l'époque, on quittait Athènes pour aller vers le sanctuaire d'Apollon, et on faisait en période de bon vent, parce qu'on allait en pirogue à l'époque, on faisait 15 jours pour partir et 15 jours pour revenir. Et on mettait un mois durant lequel, pour remercier Apollon des services qu'il avait rendus à Athènes, on déclarait la ville d'Athènes sacrée. Et on ne pouvait pas faire d'exécution publique pendant un mois. Tant que la pirogue qui est allée dans le sanctuaire d'Apollon ne revient pas, on ne pouvait pas condamner, on ne pouvait pas tuer quelqu'un. La ville d'Athènes était sacrée. Et que donc, pendant un mois, Socrate était condamné à mort. Était condamné, il était dans la prison des 11. Donc, prison des 11, dire les gardiens sont au nombre de 11. Et pendant ces 11 jours, pendant ce un mois, tous les soirs, il s'entretenait avec ses disciples, dont Platon, dont Xénophon, dont Criton, et beaucoup d'autres, Charmide aussi. Et il a donné 2 entretiens qui sont restés extrêmement importants dans l'histoire de Socrate. C'est le Criton et le Phédon. Donc, le Criton et le Phédon sont les 2 ouvrages de Platon où il parle de son maître, et je peux dire que ce sont les 2 ouvrages les plus philosophiques de Socrate, parce que Socrate étant condamné à mort, il vit ses derniers instants. Il est à un mois
de sa fin, et là, il parle à ses disciples. Et ce phénomène-là m'intéresse beaucoup parce que dans ce phénomène, Socrate s'érige maintenant en prophète parce qu'il va effectivement révéler des choses que les mortels ne peuvent pas savoir forcément. Donc, encore une fois, c'est l'hypothèse qui m'a permis de dire que Socrate était un prophète. Et il va parler, dans le Phédon, il va parler d'un problème extrêmement important, immortalité de l'âme. Dans le Phédon, il va expliquer que l'être humain est divisé de deux entités. Une entité charnelle, c'est le corps que nous voyons, et une entité invisible qui est l'âme. Donc si nous avons l'occasion, on pourra le traiter en cours de métaphysique. Donc ces deux entités, surtout l'âme, il va en parler amplement dans le Phédon. Et pourquoi Socrate parle de l'âme avec emphase dans le Phédon? Il veut rassurer ses disciples. Parce que ces jeunes disciples sont inquiets par la mort prochaine de leur maître Socrate. Et il veut leur montrer effectivement que la mort physique n'entraîne pas la mort de l'âme. Parce que Socrate va partir physiquement, mais il va vivre dans un autre monde où l'âme est immortelle. Et il va lui dire que son âme, parce que Socrate montre à ses disciples que lui, c'est un bienfaiteur. C'est quelqu'un qui a fait du bien à l'humanité. Et par conséquent, il fait partie de ce que l'on appelle les bienheureux. Les bienheureux. Donc il dit que l'âme des bienheureux va rejoindre les délices du paradis. Et il dit à ses disciples que Socrate mort, vous allez enterrer ma personne, mon corps, mais mon âme va s'élever dans les délices, dans les jardins de Dieu. Et là-bas, je vais goûter à la paix de Dieu. Je vais goûter à la lumière divine. Et de là-bas, je continuerai à veiller sur vous, mes disciples. Donc, c'est à peu près ce que nous enseigne notre religion. Les bienfaiteurs, une fois morts, vont regagner une zone qu'on appelle Barzakh. Ce n'est pas encore le paradis, mais les bienfaiteurs regagnent cette zone-là, Barzakh, et là-bas, ils commencent à jouir des bienfaits de ce qu'ils ont produit sur terre. Et c'est exactement ce que leur enseignait Socrate. Donc le Phédon enseigne beaucoup l'immortalité de l'âme. Et vous n'êtes pas obligé de développer comme j'ai fait, mais en lisant le texte qu'on va vous proposer, vous devez pouvoir donner des éléments pour vous dire de quoi parle le Phédon. Donc, si je résume ce que je viens de vous dire, vous devez pouvoir parler sans aucun problème qui est l'auteur, parce qu'on vous l'indique. De quel ouvrage est-il tiré? On vous l'indique. Quel est l'objet de l'ouvrage?
vous pouvez ne pas le savoir, mais en lisant le texte, vous devez pouvoir avoir à peu près une idée de l'objet de l'ouvrage. Donc ça, ce sont les premières questions que vous devez pouvoir mettre dans l'introduction de votre commentaire. Par exemple, le texte, si vous rédigez, si on vous donne un texte de Platon tiré du Phédon, vous dites le texte qu'on nous propose d'étudier est extrait du Phédon de Platon, dans lequel l'auteur montre l'immortalité de l'âme, dans lequel l'auteur montre que l'homme est divisé en deux entités, le corps et l'âme, le corps physique et l'âme. Ça, le texte peut vous le dire. Et maintenant, après avoir fait ça, on l'appelle la présentation du texte. Donc, l'introduction d'un commentaire commence d'abord par la présentation et ensuite par la problématique. Donc, la deuxième partie de l'introduction sera représentée par la problématique. Et là aussi, entendons-nous bien, un texte philosophique n'est pas un texte anodin. Quand on vous propose un texte philosophique, c'est parce qu'il y a un contenu philosophique dans le texte. Ça, il faut que vous l'ayez en... On ne peut pas vous proposer un texte, mais qui est un torchon, c'est pas possible. Un texte, quand on le... Il y a quelque chose de philosophique dans le texte. Et ça, il faut le savoir. On essaie de tester vos connaissances en philosophie dans le texte. Il y a forcément un problème philosophique posé par un texte philosophique. Ça, si vous ne le savez pas, vous êtes passé à côté. Voilà. Donc, et là, à partir de ce moment, vous devez montrer, en fonction de vos connaissances, n'allez pas plus loin. Est-ce que vos lectures vous ont permis de comprendre si c'est la première fois que vous, par exemple dans le Phédon, si c'est la première fois que vous entendez parler de l'immortalité de l'âme. Ou bien vous l'avez déjà lu quelque part. Si vous l'avez déjà lu quelque part, vous le dites. Le problème de l'immortalité de l'âme a été déjà traité par un tel. Si vous ne l'avez pas, dites que le texte aborde un thème important que nous rencontrons pour la première fois. Il s'agit de l'immortalité de l'âme. Et là, encore une fois, entendons-nous sur une démarche. Un texte de philosophie qu'on vous propose vous invite à répondre à un problème philosophique. Ça, il faut le savoir. Et donc, il y a toujours une problématique philosophique qui est cachée dans le texte, ou que vous devez décortiquer du texte. Et là, à vous maintenant de poser un certain nombre de questions, votre problématique. L'étude du texte nous permet
de nous poser la question suivante. L'âme est-elle immortelle? Comment peut-on croire ou bien comment peut-on soutenir que l'homme est divisé en deux entités, le corps physique et l'âme? L'âme est-elle immortelle? Et là maintenant c'est un problème extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui pensent que après la mort c'est fini. C'est comme si on n'existait plus. C'est comme la mort du mouton de Tabaski qu'on immole. On le mange et après c'est fini pour l'histoire de ce mouton. Alors que pour d'autres personnes, mais la vie continue après la mort. Parce que l'enveloppe charnelle n'a pas de valeur, retourne dans la terre, mais Dieu continue à nous faire vivre à partir de notre âme. Et tout ce que nous faisons sur terre est enregistré. C'est comme le disque dur d'un ordinateur. Ou bien une clé USB où vous enregistrez des éléments de l'ordinateur, mais quand vous aurez détruit l'ordinateur, mais vous pourrez retrouver vos informations à partir de la clé USB. Mais c'est exactement le principe de l'immortalité de l'âme. Dieu dit que en chaque personne, j'ai placé 2 anges qui les surveillent et qui contrôlent leurs mouvements. Et demain, ce sont ces âmes-là qui vont me faire le rapport détaillé de la vie de telle personne. Et que, oui. Je pense que aussi, on peut expliquer de manière spéciale. Oui. Vous avez parlé de la discussion. Oui. Oui. De l'ordinateur, il y a toutes les données. Oui. Après la destruction de l'ordinateur, on peut même la disque dur pour continuer à fonctionner. Oui. Même on peut l'utiliser aussi avec un autre ordinateur. Absolument. Tout à fait. Oui. Donc, de toute façon, l'ordinateur que vous aviez, mais il est parti. Mais avec le disque dur, vous pouvez, voilà. C'est comme, par exemple, nous sommes là. On est actuellement en train de nous prendre en image. Et demain, même si je serai dans ma tombe, vous pourrez retrouver cette vie-là. Voilà. C'est exactement ça. La scène que nous sommes en train de vivre pour nous donner encore une image de l'immortalité de l'âme. Cette scène-là est actuellement en train d'être filmée. Et elle se détruit. On ne peut plus la détruire. C'est fini. 100 ans après, on retrouve les mêmes images. Donc, c'est ça. Donc, étant donné que l'homme est capable de cette performance, n'en parlons pas, son créateur qui est Dieu. Ensuite aussi, dans une problématique, on peut poser un problème. La mort entraîne-t-elle la fin des souffrances? La mort entraîne-t-elle la fin des souffrances? Parce que on voit par exemple un malade couché sur son lit en train de souffrir. Et après, une semaine, un mois après, il décède. Et on peut se poser la question, est-ce que la mort entraîne ces souffrances? En tout cas, les souffrances physiques que nous voyons, la mort les entraîne. Mais si on considère que l'âme est immortelle, là, il y a autre chose. Parce que physiquement, il est parti, mais il rendra compte à Dieu de ce qu'il a fait sur terre. Parce que son âme va répondre de ce qu'il a fait sur terre. Que donc, voilà des exemples de problématiques que vous allez pouvoir poser en fonction du texte. Et là aussi, encore une fois, il n'y a pas de démarche standard. Quand on pose une problématique, on doit pouvoir
justifier cela. On doit pouvoir justifier cela. Parce qu'en philosophie, on vous demande d'argumenter par rapport à un point de vue que vous défendez. Ça, c'est ce qu'on vous demande. Aucun point de vue n'est gratuit en philosophie. Il faut pouvoir défendre tout point de vue que l'on prend. Donc voilà pour l'introduction, les éléments qu'il faut retrouver dans l'introduction. Et maintenant, on va annoncer le développement. Là maintenant, c'est l'annonce du développement qui permet au correcteur maintenant de pouvoir vous suivre dans ce que vous faites. Ça, c'est important. Parce que c'est le développement qui permet, qui montre effectivement vers quelle direction vous allez travailler. Parce que vous ne pouvez pas, effectivement, traiter un devoir de philosophie sans montrer au correcteur, mais voilà les pistes que nous allons développer dans notre devoir. Et c'est ça l'annonce du plan. Là aussi, soyons simples. Parce que moi, je vous dis que mon intention, c'est de vous pousser à ne pas placer la philosophie dans le ciel. Que c'est un exercice comme n'importe quel exercice. Et là, utilisez, pour annoncer votre plan, utilisez judicieusement le texte de l'auteur. Utilisez avec intelligence le texte de l'auteur. Il faut tout simplement, si vous voulez, suivre le texte de l'auteur. C'est la démarche la plus simple. Et dans ces conditions maintenant, il y a un texte qui se présente comme ça. Et là, vous numérotez ligne 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et ça vous permet de pouvoir renvoyer le correcteur à la ligne concernée. Prenez le plan de l'auteur en prenant soin de numéroter les lignes de votre texte. Parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur cette numérotation. Donc, le plan, dire, nous allons, et là maintenant, après avoir posé la problématique, le problème philosophique qu'il y a dans le texte, vous orientez maintenant le correcteur vers les différents niveaux de votre développement. Et c'est là, cette annonce du développement, c'est votre compréhension du texte qui vous permettra de dire que nous allons travailler par exemple sur 3 parties. Dans une première partie, par exemple, est-ce que les hommes doivent avoir peur de la mort? Et là, première partie. Deuxième partie, est-ce que l'âme va disparaître définitivement après la mort? Ça aussi, c'est une partie que vous pouvez développer. Mais en fonction de ce que l'auteur vous propose. Et là, le plan que
que vous allez choisir, que vous allez annoncer, mais il faut pouvoir aussi le justifier, pouvoir argumenter. Pourquoi vous avez choisi ce plan-là? Et ça, maintenant, c'est à ce moment qu'on juge votre raisonnement philosophique. Votre raisonnement philosophique, votre réflexion philosophique. Parce que la philosophie, c'est une réflexion. On invite les élèves à réfléchir. Ça, c'est important. Et maintenant, c'est les éléments, après avoir numéroté votre texte, les passages les plus importants, les plus pertinents que vous pouvez développer en argumentant. Là, maintenant, vous les annoncez à la fin de votre introduction pour vous permettre au correcteur de savoir que voilà les parties que vous allez développer. Et donc, pourquoi je dis que on gagne plus de points avec le commentaire de texte? Parce qu'avec le commentaire de texte, rapidement le correcteur peut juger de la pertinence des arguments de l'élève. Et dès qu'on est convaincu que l'élève a réfléchi sur le problème, mais on est pressé de le soutenir et de lui donner les notes qu'il faut. Mais je ne veux pas vous dire allez-y vers le commentaire. Non. Je donne un point de vue. À vous de voir si vous allez vers le commentaire ou pas. Donc, et là toujours, pour introduire maintenant votre développement, nous devons pouvoir expliquer cela dans l'analyse que nous allons faire et qui va suivre. Là aussi, je voudrais, avant de rédiger le développement, il faut être très vigilant. Je reviens encore sur l'intérêt philosophique d'un texte qu'on vous propose. Un texte qu'on vous propose n'est jamais un texte anodin. Il y a quelque chose dans le texte qu'on veut vérifier. Est-ce que les élèves ont pu comprendre ce passage-là? Tant que maintenant vous ne pouvez pas trouver la portée philosophique du texte, vous passerez toujours à côté. Ça, il faut mettre le temps, il faut prendre le temps de réfléchir pour pouvoir effectivement dégager ce que l'on appelle l'intérêt philosophique du texte. Là, avant de commencer à rédiger votre développement, vous devez savoir quel est l'intérêt philosophique du texte. L'intérêt philosophique, oui. Oui. Parce que dans le texte, parfois, on a des parties. Oui. Par exemple, dans un passage, on dit que le texte est divisé en deux centres d'intérêt. Oui. Les centres d'intérêt du texte. Oui. Ce sont des parties, des différentes parties du texte. Oui. Je pense que ça. Oui, mais là, de toute façon, il n'y aura pas de sous-partie dans le texte. On vous donne un texte global. On vous donne un texte global. Il n'y a pas de sous-partie dans le texte. Mais le texte global est composé de différentes idées. Et ces idées-là sont développées par celui qui a écrit le texte.
Et on vous a proposé ces idées-là parce que ce texte soulève un problème de philosophie. Il y a plusieurs parties, mais ces parties gravitent autour d'une question de philosophie. Et c'est à vous maintenant d'aller décortiquer quelle est la question de philosophie qui est posée dans le texte. Et là maintenant, votre développement, le plan, doit pouvoir être en relation avec le problème philosophique que vous avez pu dégager. Et c'est cela l'intérêt philosophique du texte. Est-ce que vous me suivez? C'est clair ou c'est pas clair? Hein? C'est pas clair? Ou c'est pas clair? Ou à quel niveau? Hein? Je reviens encore sur des notions très simples. Des notions très simples, c'est-à-dire, ça n'importe qui peut le savoir. Quand on vous propose un texte, on veut tester vos connaissances par rapport à ce qui... Parce qu'on est actuellement en train de faire un exercice de philosophie, un devoir de philosophie. Ça, vous le savez. Donc, ce texte qui vous est proposé a un problème de philosophie qu'il veut mettre en valeur. Et nous allons, on le verra dans le développement, et on va tester vos connaissances par rapport au problème de philosophie qui est posé par le texte. Il faut tester vos connaissances par rapport au problème de philosophie. Par exemple, si on veut parler de l'immortalité de l'âme, vous devez, à votre niveau, savoir est-ce que l'âme est immortelle ou pas? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Ça, c'est important pour le collecteur de savoir. Parce qu'aujourd'hui, on le verra dans le développement, on n'a pas besoin de savoir ce que Platon pense. Lui, il le dit. Ce qu'il pense, il l'a dit. Ça est dans son texte. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça le problème. Oui. On avait dit que aussi, le commentaire de texte, c'est par exemple comme un avocat oui. qui défend un client qui est muet oui. devant un juge. Oui. Dans ce cas, l'élève doit être capable d'expliquer le texte. Oui. Et expliquer le texte, comme par exemple, l'élève doit considérer que le collecteur là ne sait rien de ce texte-là. C'est à l'élève d'avoir expliqué le texte clairement. Mais exactement. À quoi parle le texte? De quoi parle le texte? Le texte quoi. Voilà. Et on dit qu'après le développement, que l'élève donnera ses idées oui. en parlant de son point de vue par rapport à ce texte. Mais oui. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Un texte de philosophie, mais vous devez vous montrer effectivement quelle est votre connaissance des problèmes philosophiques posés par le texte. Parce que considérez que le correcteur, il connaît parfaitement le texte. C'est pourquoi il vous corrige. Mais vous devez montrer effectivement qu'il n'est pas plus compétent que vous dans la connaissance du texte. Parce que vous avez des idées qui peuvent aller dans le sens de Platon, mais des idées aussi qui peuvent être contraires à celles de Platon. C'est ça l'intérêt de la philosophie. Vous n'allez pas les lier. Tant que vous pouvez argumenter, vous pouvez aller dans le sens que vous voulez.
mais à condition de l'annoncer dans votre plan. Là où vous voulez aller, il faut l'annoncer dans votre plan. Mais en philosophie, on ne va pas dans tous les sens. On ne va pas dans tous les sens. Il faut annoncer ce qu'on veut dire et aller dans le sens et argumenter dans ce sens-là. Voilà, c'est ça la démarche philosophique. Le philosophe, ce n'est pas un poète, un rêveur, non. Un poète, il peut parler voilà, mais le philosophe, non, il n'est pas un rêveur. Il traite des questions pragmatiques. Et il veut une position par rapport à ces questions pragmatiques. Voilà. Et c'est pourquoi, dans l'annonce de votre développement, il faut aller vers les pistes que vous maîtrisez. Vous ne pouvez pas aller dans un sens que vous ne maîtrisez pas. Dans votre plan, en relation avec le texte, mais aller dans le sens que vous pouvez développer avec vos arguments. Et c'est à partir de ce moment que je vous dis qu'il n'y a pas de plan standard en philosophie. Tant que vous pouvez argumenter, vous pouvez le défendre. Oui? Un plan standard, c'est un plan qu'on peut imposer à tout le monde. Oui. Oui, voilà. Donc, c'est en philosophie, il n'y a pas de plan standard. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est un cadre de réflexion. Un plan possible. Mais il y a encore d'autres plans possibles. M. Diatta pourrait vous faire la technique du commentaire, il vous donnera encore des éléments qui ne sont pas en relation avec ce que je dis. Mais il y a la base des connaissances, mais reste les mêmes. Voilà. C'est pourquoi, donc, le développement, il se prépare. On prépare un développement. Parce que vous ne serez pas très long en introduction. Et en général, c'est des problèmes simples que l'on peut retrouver dans le texte. Mais maintenant, l'argumentation, c'est au niveau du développement qu'on va argumenter. Qu'on va montrer effectivement que nous maîtrisons parfaitement le texte et que nous sommes collés à l'intérêt philosophique du texte. Voilà. Donc, dans le développement, quand vous avez établi votre plan, l'annonce, l'esquisse des pistes que vous allez aborder en développement. Et là aussi, de grâce, évitez les pièges. Parce que les élèves ont tendance, dans le développement, à faire tout simplement une récitation de leur cours. Ça, on ne vous le demande pas. Ou bien de passer tout son temps à dire selon Platon, et en général, ce que vous dites selon Platon, vous ne le maîtrisez pas. Donc, dans un développement, encore une fois, ce qu'on vous demande, c'est votre vécu, votre expérience personnelle. Parce que c'est ça qui est ce que Platon dit. C'est clair, voilà là. Mais vous, en fonction de votre vécu, en fonction de votre expérience, en fonction de votre connaissance, est-ce que vous confirmez ce qu'il dit?
argumentez. Argumentez. Et n'hésitez pas à gratter un peu partout. Gratter un peu partout. L'entretien que vous avez avec un vieux qui est là, qui vous parle de la mort, qui vous parle de l'immortalité de l'âme. Mais cet entretien-là, si vous vous souvenez de cet entretien, ça peut vous servir dans un devoir de philosophie. La philosophie, ce n'est pas l'Occident seulement, il y a une philosophie africaine. Les vieux que vous rencontrez là dans la rue, vous parlez de problèmes de philosophie. Les textes religieux, il y a un fort contenu philosophique dans les textes religieux. Et tout ça, c'est un capital qui est à votre disposition et que vous devez mettre à contribution dans un devoir de philosophie. Parce qu'une fois que vous avez défini les différentes parties, les différentes questions que vous allez traiter, mais il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Mais vous devez argumenter en tenant compte maintenant. Parce que aussi, ça ne sert à rien d'aller dans tous les sens. Votre plan, mais tient compte du texte de Platon qui nous est soumis. Parce que ce sont les idées développées par Platon et nous voulons tester vos connaissances par rapport à ces idées-là. C'est pourquoi ça ne peut pas passer, ça ne peut pas aller dans tous les sens. Vous avez des repères. Et ces repères-là, c'est le texte qui est sous vos yeux. Et tout ce que vous devez dire doit être collé au texte parce que on va vous taxer de hors-sujet, HS. On vous parle de l'immortalité de l'âme, vous nous parlez des luttes à l'arène, ça non, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est hors sujet. Voilà. Donc c'est exactement ça. Et donc, ce que Descartes pense, ce que Platon pense, ce que Nietzsche pense, tout ça, gardez-le. Vous ne devez vous en servir que si ça vous permet d'appuyer vos arguments. Vous ne devez vous en servir que si ça vous permet d'argumenter. Voilà. Mais si ça ne vous permet pas d'argumenter, vous les mettez, on le considérera comme du remplissage, tout simplement. Et ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, en philosophie, quand on développe un devoir, une explication de texte, on est toujours collé au texte. C'est pourquoi je vous ai dit on numérote pour pouvoir toujours faire allusion au texte. Parce que l'explication de texte, c'est le texte de philosophie que vous expliquez et vous devez argumenter en fonction du texte de philosophie, mais pas aller au-delà de ce texte-là. Donc, oui, des questions sur le développement? Oui? Oui. La dissertation. La dissertation philosophique. Bon, de toute façon, moi je ne suis pas professeur de français. Donc là, mais je vous ai donné la technique de la dissertation philosophique. À peu près la problématique en commentaire et en dissertation philosophique, c'est à peu près la même démarche. C'est à peu près la même démarche. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Oui? Ben, de toute façon, ça dépend.
Ça dépend. Nous ou bon, je pense, parce que de toute façon, ça t'engage, toi, en tant qu'élève. C'est, encore une fois, on emploie un terme en philosophie que si le terme se justifie. Si dans la démonstration, il s'agit d'une œuvre collective, il s'agit d'une expérience collective, un groupe dont vous faites partie, alors, forcément, vous devez dire nous, parce que ça s'explique. Ça s'explique. D'être dans de belles difficultés. Oui, c'est pourquoi on peut dire effectivement que le problème de l'immortalité de l'âme appelle une réflexion sur le problème de la résurrection. Voilà, ça pose, c'est une bonne piste pour annoncer un développement, un point du texte. Voilà, ça c'est vraiment c'est ce qu'on attend de vous. Quels sont les éléments qui peuvent surgir de vos pensées par rapport au texte que vous avez sous vos yeux. Voilà. Et donc, en réfléchissant, ben vous allez trouver effectivement la bonne démarche. Parce que en philosophie, encore une fois, mais c'est votre réflexion, votre capacité à prendre une position par rapport à une situation déterminée qu'on vous demande de faire. Encore des questions sur le développement? Oui? Est-ce que l'âme existe en réalité? Voilà. Mais là aussi, mais ça fait partie. Si vous développez une problématique, l'âme est-elle immortelle? Là, je pense que forcément, vous pouvez vous poser ces questions-là et donner les réponses à partir de votre vécu. Est-ce que l'âme existe? Oui, vous pouvez vous poser ces questions. Oui. 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 Si par exemple l'âme existe, Oui. Oui. on peut dire que l'âme n'existe pas. Bon. Bonne question, mais de toute façon, on sait que le corps physique vit grâce à quelque chose, grâce à une machine qu'on ne peut pas repérer. Ça, vous êtes scientifique, ce n'est pas à vous que je dois apprendre ça. Dans vos cours de SVT, il faut savoir que l'homme est une machine. Si on dit seulement l'immortalité de l'âme, Oui. ça nous montre qu'il y a forcément l'existence de l'âme. Mais votre camarade, ce qu'il dit, il doute de l'existence de l'âme même. Et je suis en train de lui montrer effectivement que pensons à l'homme. L'homme est une machine. Nous mangeons, nous buvons, nous faisons tout ce qui est humain. Mais il y arrive un moment où aussitôt la machine s'arrête. L'homme devient inerte. Le corps n'est plus vivant. Si on ne le met pas dans le froid, comme on met dans le froid le corps des animaux, le corps va se décomposer. Et donc on est obligé maintenant
d'aller mettre le corps dans la tombe. Et donc ça montre qu'il y a une substance qui était dans le corps, qui lui a été enlevée. Forcément. Et là, pour les croyants, cette substance-là, c'est l'âme que Dieu a introduite dans le corps, qui lui permet de vivre. Et le mystère de Dieu, c'est qu'il n'a pas donné à l'homme là où il a placé l'âme. Où se place l'âme dans le corps, ça on ne le sait pas. Tous les philosophes ont réfléchi par rapport à l'emplacement de l'âme dans le corps. Mais on ne peut pas le... Oui? Je pense que vous parlez de l'âme, la deuxième, un peu critique, quoi. Oui. Parce que même le professeur Hassan, Oui. je pense qu'on avait vu un texte donc qui parle de l'âme. Oui. Même le professeur Hassan. Oui. Et Dieu l'avait fait connaître presque l'âme. Oui. Et aussi, je pense que si je pose la question, est-ce que l'âme existe dans ces commentaires-là? Oui. Mais je pense qu'il sera sorti vraiment du thème abordé par l'auteur. Parce que dans le commentaire, je pense que dans tout le développement, on doit essayer d'affirmer le point de vue de l'auteur, d'affirmer le texte. Je pense qu'être d'accord avec l'auteur. Oui. Mais à la fin du commentaire, par exemple, la conclusion, Oui. c'est dans ce cas-là qu'on doit essayer de parler, de donner notre point de vue. Oui. Je pense que si on pose cette question-là, on sortira du thème abordé par le texte. Mais c'est pourquoi je vous dis encore une fois que votre plan est déjà annoncé dans le texte. Et que c'est à partir du texte que vous allez vous faire votre plan. À partir du problème philosophique et de l'intérêt philosophique du texte que vous allez faire votre plan. Et là, rien ne vous empêche, dans le cadre de vos développements ou bien dans la conclusion, à mon avis, personnellement, moi je ne suis pas convaincu de l'existence de l'âme. Mais encore une fois, quand vous le dites dans votre devoir, il faut pouvoir donner des arguments. Citer des philosophes qui ont dit que l'âme n'existe pas, mais aujourd'hui, en tout cas pour la plupart des philosophes, pensent que mais l'âme effectivement existe. Et j'en donne une preuve. Quand vous êtes couché sur votre lit, vous dormez, votre corps est étendu sur le lit, mais vous rêvez, vous retrouvez ailleurs. Et il vous arrive mais de jouer des matchs de football ailleurs alors que vous êtes étendu, vous êtes sur vos bras. Hein? C'est pas vrai? Voilà. Donc vous jouez des matchs de football ailleurs alors que vous êtes sur le lit. Donc ça montre que il y a la puissance de l'âme que Dieu a sortie et qui est actuellement en train de circuler dans la nature. Et le jour de la mort aussi, c'est l'âme qu'il va sortir. Et l'âme, il va le ranger dans ses tiroirs. Et le corps va là-bas et il va interroger l'âme. En tout cas, moi, on ne peut pas me démontrer que l'âme n'existe pas. Oui. Oui. Écoutez un peu, oui. Oui. C'est pas parce que je ne crois pas à l'existence de l'âme. Oui. Mais c'est tout simplement pour pousser notre réflexion sur ce type de sujet. Oui. C'est pourquoi nous se poser cette question. Oui. Est-ce que l'âme existe vraiment? Mais oui, mais de toute façon, ce que je vous dis, c'est que aussi, il ne faut pas, vous avez le droit de poser toutes les questions, mais à condition de pouvoir apporter les bonnes réponses. Parce que aussi poser une question sans pouvoir apporter les bonnes réponses, c'est pas bon. Mieux vaut
ne pas poser une question quand on n'a pas les bonnes réponses ou bien quand on ne peut pas argumenter que de poser un problème parce que ça devient du remplissage. Quand tu ne peux pas donner des arguments, c'est pas la peine parce que c'est du remplissage. Mais quand tu veux poser une question, tu dis que certains ont posé la question de est-ce que l'âme existe selon telle personne. Là, vous pouvez vous appuyer sur les arguments d'autres philosophes si vous savez pour pouvoir étayer votre démonstration. Mais si vous n'avez pas d'autres arguments, c'est pas la peine, je ne vous le conseille pas. Parce que ça va jouer contre vous. Voilà. Donc c'est... Oui. Pour moi, dans le domaine de science, oui. pour moi, l'âme n'existe pas. Oui. Non, pas pour moi, mais pour la science. Pour la science, oui. Explique-toi. Dans les cours d'espèces, on n'a jamais dit que le corps humain sera animé par l'âme. Mais si on sort de la science, pour moi, dans le domaine de la religion, Oui. on peut dire que l'âme existe. Donc si l'âme existe, il y aura sûrement la résurrection. Sinon l'existence de l'âme n'aura pas de sens. Oui, mais... Oui. Hein? Oui. 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 Écoutez là. Chut. Écoutez votre ami là. Hein? J'ai dit que, par rapport à mon ami, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'on nous a appris l'âme. On peut définir l'âme comme dans l'environnement, tous les éléments qui les respirent, ça pour grandir avant de mourir. Ça veut dire que les hommes, même les animaux, ont leur propre âme. Et les arbres, de même aussi que les arbres. Parce que, imagine, si on coupe le tronc d'un arbre, ou bien ses racines, cet arbre-là risque de mourir. Donc, son âme se trouve dans ses racines. Non, mais de toute façon, la science ne peut pas dire effectivement que l'âme n'existe pas. Parce que de toute façon, l'explication de la mort ne peut se justifier que par l'existence d'une substance. Comment peut-on expliquer une mort sans cause? Il y a des gens qui, cliniquement, ils ne sont pas malades, mais subitement, ils trouvent la mort. Ça, la science ne peut pas l'expliquer. Il y a un élément alors qui lui est enlevé. Et cet élément, mais forcément, ne peut être que l'âme. Beaucoup de philosophes athées ont nié l'existence de Dieu, mais ils ne peuvent pas expliquer le phénomène de la mort. Pourquoi telle personne meurt à 20 ans, l'autre vit jusqu'à 70 ans, l'autre vit jusqu'à 90 ans? Et ça, c'est des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Donc moi, je dis, et chacun maintenant en fera. Et c'est ça l'intérêt de la philosophie. Chacun pensera ce qu'il veut. Mais pour moi, l'homme vit à partir de son âme. Et le jour où l'âme lui sera retirée, mais il va mourir. Donc moi, je dis que ça, c'est mon argument. Et là, maintenant, bon, ceux qui ont d'autres arguments, c'est possible. Et enfin, maintenant, on va vers la conclusion. La conclusion, c'est un rappel. La conclusion rappelle la problématique et les différentes réponses
que vous avez pu apporter à la problématique, à l'intérêt philosophique du texte. La conclusion aussi rappelle les différentes étapes du raisonnement de l'auteur dans son texte. Et enfin, la philosophie ouvre des pistes de réflexion. Et là maintenant, c'est à partir de ce moment que l'élève peut donner son point de vue sur les questions qui ont été soulevées dans le texte sans être totalement affirmatif. Il relativise sa position. Parce que aussi la conclusion, c'est le dernier moment qui est l'avocat de l'élève avant que le professeur ne mette sa note. C'est pourquoi la conclusion ne doit jamais être bâclée. On ne doit jamais être bâclé. Un élève peut travailler, faire du bon travail en introduction, du bon travail en développement, et bâcler la conclusion, il se retrouve en dessous de la moyenne. Un élève peut faire un travail moyen en introduction, moyen en développement, une bonne conclusion, il se retrouve au-dessus de la moyenne. Donc moi j'aime dire toujours que la conclusion, c'est l'avocat de l'élève. C'est vraiment les dernières lignes qui déterminent le choix du correcteur. Et encore une fois, je rappelle, je rappelle ce qu'on a déjà dit, et ça j'y reviens encore. Nous sommes dans un cours de philosophie. On fait un devoir de philosophie. On évalue des aptitudes en philosophie. Ça, il ne faut jamais l'écarter de votre réflexion. Quand on vous pose un problème, quand on vous donne un texte, quand on vous donne une dissertation, il y a toujours un problème philosophique qui est dedans. Et on pousse l'élève à pouvoir diagnostiquer le texte, diagnostiquer la dissertation en vue de sortir le problème philosophique qu'il y a à l'intérieur. Et ça, maintenant, personne ne peut le faire à votre place. C'est une lecture attentive du texte qui peut conduire à pouvoir comprendre le problème philosophique qui est posé. Un problème philosophique qui est posé a forcément un intérêt philosophique pour vous. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que vous pouvez tirer de ce problème philosophique qui est posé? Et c'est ça qui est important. Et à partir de ce moment maintenant, vous pouvez constituer, préparer votre développement en vous posant un certain nombre de questions. Et en commentaire, ne cherchez pas très loin. Les idées sont déjà développées par l'auteur dans le texte. Et si on vous a donné un texte, c'est pour que vous fassiez votre devoir en étant collé au texte qu'on vous propose. Parce que vous avez le texte de Platon et vous allez disserter là-bas,
Ce n'est pas ça qu'on vous demande. Toutes les questions que vous posez doivent être développées dans le texte. Et là maintenant, votre situation consistera à maintenant apporter vos connaissances, argumenter en fonction du texte. Parce que Platon, c'est un philosophe. Il émet des idées, mais ces idées ne sont pas des vérités d'évangile. Ce sont des idées qui peuvent être remises en question. Et que d'autres philosophes même ont remis en question. Et par conséquent, l'intérêt du devoir, c'est de pouvoir explorer toutes ces pistes-là que le texte met en évidence. Voilà. Donc moi je pense aussi que si vous arrivez à réfléchir, à vous concentrer, à lire, parce que aussi en une année de philosophie, on ne vous demande pas des merveilles. Ce serait trop vous demander. Pas vous demander non. C'est un simple raisonnement philosophique qu'on vous demande. Une réflexion philosophique qu'on vous demande. Qu'est-ce que votre vie de tous les jours peut vous donner comme argument par rapport au texte qui vous est proposé? C'est ça qu'on vous demande. Pas vous demander le cours que vous avez fait en classe, c'est pas important. On ne vous demande pas la pensée de Descartes, c'est pas important. On ne se sert de Platon et de Descartes que pour confirmer ce qu'on est en train de dire. Voilà. Et c'est dangereux même parfois de citer des philosophes dans vos développements, parce que pour citer un philosophe, il faut citer son nom, il faut citer l'ouvrage qui est concerné. Parce que d'après Platon seulement, ou bien d'après Descartes seulement, ah non, ça ne marche pas. Selon Nietzsche, mais il faut citer son ouvrage. Et l'élève, vous n'avez pas forcément ces informations. Donc, ce n'est pas la peine de vous engouffrer dans ce chantier assez compliqué. N'y entrez pas. N'y entrez pas. Parce qu'on ne vous le demande pas. Même le professeur, il peine à citer exactement la pensée d'un philosophe et directement le livre qui est concerné. A fortiori vous. Donc ne rentrez pas dans ces difficultés. Je vous l'ai dit la dernière fois, on peut faire un excellent devoir de philosophie qui vaut 14 ou 15 sans citer une seule fois un philosophe. Parce que c'est votre vécu qui nous intéresse. Votre vécu qui nous intéresse. Et votre capacité à argumenter. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on attend de vous. Vous êtes des scientifiques, vous devez avoir la capacité de convaincre avec des arguments. Voilà le problème. Et donc, à partir de devoir de philosophie, montrez votre capacité à convaincre votre correcteur avec des arguments. Tirez de votre vécu. Ou bien tirez d'autres lectures qui ne sont même pas philosophiques. Vous pouvez valablement, dans un devoir de philosophie, mais citer des auteurs littéraires, des auteurs qui ont écrit des romans, si ça vous permet d'argumenter. Parce que il n'y a pas... on peut ramener toutes les connaissances à la philosophie. Il y a des romans historiques, mais qui ont un fond philosophique.
il y a des livres en économie même qui ont des fonds philosophiques. Donc, toutes ces connaissances-là, essayez de les mettre en valeur dans le cadre de votre d'un devoir de philosophie. Voilà, donc des questions? Oui. Oui. Par rapport à ce cours-là, cela nous permet de comprendre le commentaire philosophique. Parce que, en général, parfois, Écoutez votre camarade là. parfois on donne des sujets vraiment difficiles à comprendre. Dans ce cas-là, si l'élève n'a pas maîtrisé la méthode de commentaire, il a des problèmes. Oui. Et dans ce cas, aussi, on a dit que le commentaire de philosophie, lorsque l'élève le fait, même un élève qui fait l'école élémentaire doit comprendre, même s'il n'avait pas fait la philosophie, il doit comprendre qu'est-ce qu'il parle le texte. Absolument. Je pense que ça, c'est très important. Ben oui. Parce que si on explique le texte, on doit l'expliquer de manière facile. Oui. De manière facile à comprendre. Tout à fait. Parce que je l'avais dit tout à l'heure que c'est comme un avocat qui défend son client devant un juge. Lorsque son client, par exemple, qui est muet, lorsqu'il le défend, il parle c'est l'avocat qui parle pour le client devant le juge. Je pense que cette manière-là doit permettre de bien comprendre le commentaire philosophique. Tout à fait. De bien expliquer le texte, de bien détailler le texte, et de bien montrer que ce qu'il parle là se trouve dans le texte. Tout à fait. On doit utiliser des manières qui montrent que cet élève-là est bel et bien dans le texte. Oui, tout à fait. En utilisant des termes dans ce texte, l'auteur dit que tel. Cela aussi peut montrer que l'élève est bel et bien dans le texte. Absolument. Tu ne dois pas sortir le texte. Oui. En sortant le texte, tu dois le faire à la conclusion. Oui. En donnant Absolument. Oui, c'est ok. C'est le dernier élément en conclusion. Donc, c'est le dernier élément. Bon, on va voir maintenant parce que si j'arrive à faire avec vous un cours qui me tient à cœur, c'est le cours d'épistémologie. Ça, vraiment, je veux bien faire le cours d'épistémologie. Si je le fais avec vous, je pense que je pourrais tranquillement rentrer en France. Bon, je suis sûr qu'au moins j'ai fait l'essentiel de mon voilà. Je vous remercie.